Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 15 février 2022, au lendemain d'une séance baissière, une semaine donc qui a commencé dans le rouge pour les indices européens, qui se sont vus tirés par le bas principalement par le secteur des voyages et des loisirs, des secteurs qui ont sous-performé étant donné la montée des tensions géopolitiques liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais également de l'imminence d'un cycle de resserrement de la politique monétaire. Le DAX, dans ce contexte-là, a cédé 2,02%, le CAC 40 2,27% et le FTSE s'est replié de 1,69%. Alors, je vous rappelle que les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont au centre des préoccupations, des tensions qui ont été ravivées au cours du week-end lorsque les services de renseignement américains ont prévenu que la Russie pourrait lancer une attaque militaire avant la fin des Jeux Olympiques de Pékin, c'est-à-dire dans une semaine. Et donc, visiblement, dans l'après-midi, il y a eu un vent de soulagement qui a soufflé. Les indices ont réussi à effacer une partie de leur baisse, après que le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré qu'il y avait toujours une chance de trouver un accord et a suggéré au président Poutine que Moscou devrait poursuivre la voie diplomatique dans ses efforts pour obtenir des garanties de sécurité de la part de l'Occident. Alors, malgré cela, les États-Unis semblent incrédules. Ils ont décidé de fermer leurs ambassades à Kiev et de transférer leurs opérations diplomatiques à Lviv. Cela d'après le Wall Street Journal, qui a également ajouté que le département d'État a ordonné la destruction des réseaux, des équipements informatiques et des documents présents dans les locaux de Kiev. Donc, malgré les assurances, visiblement, les États-Unis sont incrédules et agissent en conséquence. Et dans la soirée, l'humeur s'est encore dégradée après que CNN a rapporté que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine a été informée que le mercredi 16 février sera le jour de l'attaque. Alors là, on va encore plus loin, on a peut-être même une date, et cette baisse s'est intensifiée après que des responsables américains ont annoncé que des images satellites montrent que des troupes russes quittent les points de rassemblement et de déplacement vers des positions d'attaque. Et malgré les commentaires en cours de journée des politiciens russes. Donc plusieurs éléments montrent qu'une attaque est imminente. L'Ukraine donne même une date précise, mercredi 16 février. Les renseignements américains parlent d'une attaque avant la fin des Jeux Olympiques, donc concrètement avant la fin de semaine. Dans ce contexte général, les indices américains ont terminé la séance en légère baisse. Le S&P 500 a chuté de 0,38%, le Dow Jones de 0,49%, le Russell 2000 de 0,46% et le Nasdaq parvient à terminer à l'équilibre. Par ailleurs, on notera en Europe que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est exprimée devant le Parlement européen. Elle n'a pas fourni de nouvelles informations. Elle voit des signes que les goulots d'étranglement pourraient commencer à se résorber, mais l'inflation restera probablement élevée à court terme. Donc concrètement, les banques centrales continuent de considérer que les risques pour les perspectives sont globalement équilibrés à moyen terme. Les risques pour les perspectives d'inflation sont orientés à la hausse, en particulier principalement à court terme. Et donc, comme l'a dit Christine Lagarde, la BCE agira au bon moment pour atteindre l'objectif d'inflation. Voilà pour la BCE. Un rapide mot de la Réserve fédérale américaine avec James Bullard qui a encore fait des déclarations. C'est le président de la Fed de Saint-Louis et il a réitéré donc sa position hawkish. Il a affirmé que la Fed devrait commencer à resserrer sa politique et que la crédibilité de la Banque centrale était en jeu dans la lutte contre l'inflation. Donc voilà concernant les banques centrales, rien de bien nouveau. C'est toujours l'inflation qui prédomine et le resserrement des politiques monétaires en vue de l'endiguer. Alors, on a pu constater tout de même un vent haussier qui a soufflé sur les marchés des matières premières. Malgré la hausse du billet vert et des rendements du trésor, le 10 ans américain a de nouveau brièvement sauté au-dessus des 2%, mais ce n'a pas arrêté les métaux précieux. L'or qui a dépassé les 1860 $ l'once et qui s'attaque à une grosse résistance à l'heure actuelle, on va en parler. L'argent a bondi à 23,90 $. Le WTI a effacé ses premières baisses et progresse à l'heure actuelle aux alentours des 95 $ le baril. Après que notamment le secrétaire général de l'OPEP, Barkindo, a déclaré que certains membres du cartel
ont des difficultés à atteindre les objectifs de production. On notera également, d'un autre côté, ce qui a impacté le pétrole, bien entendu. Le représentant de l'UE, Borrell, a déclaré que l'accord sur le nucléaire iranien était en vue. Donc légère hausse ce matin pour le pétrole, les métaux précieux de manière mitigée après avoir gagné du terrain hier, l'or et le platine progressent et l'argent et le palladium baissent légèrement. Voilà pour ce contexte de marché. Les thèmes, comme vous l'aurez vu, sont les mêmes. On a les mêmes craintes sur que ce soit d'une manière globale concernant les actifs risqués, concernant les tensions géopolitiques, on a quelques éléments, quelques craintes qui sont à nouveau ravivées par notamment Barkindo concernant la capacité de certains pays membres de l'OPEP+ à augmenter graduellement leur production. On en a parlé, il y a eu des manques d'investissement lors des derniers mois, des dernières années, depuis la pandémie, et donc on avait déjà de sérieux doutes quant à la capacité de certains pays à augmenter graduellement la production à hauteur de 400 000 barils par jour. Donc concrètement, on avait parlé hier on en parle depuis longtemps, ce broadening pattern. On avait envisagé un test de la borne inférieure. C'est ce qui s'est passé lors de la séance d'hier. On avait même mis cette petite ellipse. On a bien testé la borne inférieure. On s'est retiré par la suite, légère tentative haussière. Donc là, si les choses venaient à se dégrader, c'est à ce moment-là, et je parle des tensions géopolitiques, que l'on pourrait attendre une cassure de la borne inférieure pour évoluer à l'intérieur du nuage. Et là, dans ce cas-là, l'objectif, nous l'avons dit hier, est à 13 390 points. C'est la projection d'Osoda E que l'on retrouve ici. Donc voilà à quoi s'attendre s'il y a une escalade des tensions, s'il y a d'autres signaux qui indiqueraient une attaque russe imminente, voire même en cas d'attaque russe imminente, si ça arrivait aujourd'hui ou demain, le DAX très certainement irait chercher les 13 390, 13 400 points. Donc il faut être prêt. Voilà à quoi s'attendre dans le cas d'un tel scénario. Comme on le voit en données H4 ici, souvenez-vous hier, on avait raisonné en termes de projection d'Osoda sur des baisses. C'était le même cas que ce soit pour le DAX, le Nasdaq, le S&P 500 ou le Dow Jones. Le DAX a réussi à rebondir sur sa projection d'Osoda, pardon. Et donc, à l'heure actuelle, on tente de se maintenir au-dessus des 15 000 points. Donc, est-ce qu'on va y arriver? On pourrait se replier, repasser en dessous des 15 000 pour revenir aux 14 928 points. Pas grand-chose sur le calendrier économique aujourd'hui, pas grand-chose de susceptible de faire bouger considérablement les marchés. On a éventuellement le PIB et l'indice ZOO. Mais ce qui sera principalement attendu, ce sont donc les développements de la situation entre la Russie et l'Ukraine. On aura l'indice des prix à la production cet après-midi en provenance des États-Unis et les stocks de pétrole brut à 22h40. Donc tout l'enjeu pour aujourd'hui pour le DAX, c'est de se maintenir au-dessus des 15 000 points. Si on n'y arrive pas, c'est retour à 14 930 points. Et si on casse ce niveau, donc effectivement, on pourrait s'attendre à un test de la borne inférieure de ce biseau d'élargissement, et en cas de cassure, vous connaissez l'objectif. Concernant le Nasdaq qui a réussi à limiter les baisses et terminer pratiquement à l'équilibre, légèrement dans le vert hier, donc c'est la même chose en 4 heures, sauf que là on est pile poil sur la projection d'Osoda. Donc à Wall Street, on est très exactement sur les projections d'Osoda en H4. Vous voyez, pour le Nasdaq, ce sont les 14 284 points. La même chose pour le S&P 500, aux alentours des 4 390 points, et le Dow Jones aux alentours des 34 489. Donc vous le voyez, le DAX, lui, a rebondi sur sa projection, quand Wall Street est toujours pile poil dessus. Donc ici, concernant le Nasdaq, si on arrive à se hisser, la prochaine résistance est à 14 540 points. Concernant le S&P 500, c'est beaucoup plus proche et c'est à 4 424 points. Et pour le Dow Jones, ici, c'est encore plus proche, 34 600 points. Donc vous l'aurez compris, en cas de rebond, la marge est relativement réduite, mis à part pour le Nasdaq. Et en cas de repli, ce sont les creux de court terme qu'il faudra surveiller. Pour le Nasdaq, on a les 14 030 et on retrouve ici la même chose, 4 350 pour le S&P 500 et pour le Dow Jones, 34 200. Donc vous avez tous les niveaux ici à aller chercher. En cas de
d'aggravation de la situation. Les supports de court terme seront d'un dernier rempart avant un repli conséquent et en cas de reprise haussière, on s'attaque directement au nuage en données H4. On passe à présent sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin en premier. Donc vous voyez, la seconde épaule a été formée. Alors je vais retirer ce rectangle bleu. Seconde épaule formée, donc on a vécu en direct, on avait émis une hypothèse, il me semble, la semaine dernière d'une figure en épaule tête épaule inversée. C'est le cas. Visiblement, on va s'attaquer très prochainement à la ligne de coup qui est aux alentours des 44 300, 44 500. Alors si on casse, là effectivement, c'est direction 49 730 $. C'est la projection d'Osodai, on le fait très souvent ça, en sortie de figure chartiste. Vous voyez, une finalisation de figure chartiste nous donne une vague au final. Et cette vague nous donne un premier objectif. Et on peut avoir un deuxième objectif en utilisant les règles de ces figures chartistes, tout simplement en reportant la hauteur par rapport au point de breakout. Et dans ce cas-là, cela nous permettrait d'aller chercher les 54 500 $ environ. Donc voilà pour le Bitcoin. En données H4, on est sur le point de sortir du nuage et je pense on pourrait progresser par la suite parce qu'on aura une validation immédiate de la lagging span qui est ici. Donc premier obstacle, ce sont les 45 500 $. Il faut réussir à aller plus haut, donc c'est une grosse résistance et il faudra réussir à se hisser au-dessus pour aller chercher le seuil psychologique des 50 000 $ pour le Bitcoin. L'Ethereum, c'est la même chose. Vous voyez ici la figure en épaule tête épaule inversée. On a une première épaule ici, on a une seconde épaule là, et nous avons notre tête inversée à ce niveau-là. Donc, figure en épaule, tête-épaule inversée, de la même manière que pour Bitcoin. Voilà notre ligne de coup. Donc, ce sera le même principe, hein. Nous allons le faire ensemble en sortie de figure en épaule tête épaule, de manière d'avoir un objectif. Soit on utilise la vague de finalisation, je l'avais déjà fait, la voici, ce qui nous amènerait à 3700 $. Et on peut également en complément calculer la hauteur de cette figure, la projeter au point de breakout et avoir un second objectif, et celui-ci sera un gros objectif aux alentours des 4170 $. Voilà pour les crypto-monnaies qui sont peut-être sur le point de repartir à la hausse, mais il y a un risque, c'est bien entendu les tensions géopolitiques, et là dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un repli assez prononcé. Alors on pourrait revenir aux alentours de la Kijun, hein, par exemple pour l'Ethereum, et pour le Bitcoin également, hein, on peut attendre un retour aux alentours des 39 500 $, 40 000 $, au moins s'il y avait une invasion de l'Ukraine par la Russie. Les matières premières, alors le gold sur un gros niveau de résistance, vous voyez, donc je l'ai marqué ici, à ce niveau, il y a eu un échec la dernière fois. On est en train d'attaquer à nouveau 1875 $ l'once. On va peut-être cette fois-ci y arriver. Je vous rappelle que ça va dans le sillage d'un signal Ishimoku d'achat qui a été validé pratiquement dans la foulée. Et donc c'est une hausse assez fulgurante. Et du coup, cela nous permet d'effacer cette baisse. On est au retracement de Fibo de 100%. Donc ça nous permet de retracer ici la baisse qui avait été initiée à la mi-novembre. Et c'est justement au contact de ce niveau qu'on était reparti à la baisse. C'est ce qu'on voit ici en journalier, c'est ce précédent test ici. Le silver qui sort du nuage par le haut, il y a tout de même une marge baissière ici pour la lagging span, mais c'est un signal validé. On peut avoir un meilleur point d'entrée, je pense, sur le silver. Le pétrole WTI, vous voyez, on a marqué hier un nouveau sommet, encore une fois, 95-87 pour le WTI. On se rapproche des 98 $.
$ qui est le prochain objectif à aller chercher pour le WTI aux portes des 100 $ le baril. Vous le voyez, hein, les 100 $, c'est pratiquement la prochaine zone de résistance. C'est plus ou moins le retracement externe de Fibo à 161,8%. Et voilà la vague sur laquelle on s'est appuyé. En fait, on a accompagné en 2 temps cette hausse. Souvenez-vous, cette première vague qui nous avait donné un objectif avec des perspectives aussi renforcées au franchissement du nuage par un twist, hein, voyez-le, c'est un très beau cas ici. Et la hausse a été progressive, a été plus ou moins... c'est faite de manière régulière et on a atteint un premier objectif, on a marqué une pause et on est reparti à la hausse pour nous dessiner une nouvelle vague et voici le prochain objectif à 98 $. Le gaz naturel, c'est reparti à la hausse avec les craintes, hein, on avait dit hier que le gaz naturel en Europe avait bondi, il me semble, de 13%, suite faisant écho aux nouvelles de ce week-end, notamment concernant les renseignements américains qui ont indiqué que l'attaque russe aurait lieu cette semaine, dans les prochains jours, ou en tout cas avant la fin des Jeux Olympiques d'hiver. Alors, on repart à la hausse, prochaine target 4650, ça correspond plus ou moins à la Kijun, on est toujours dans le nuage, et vous voyez, hein, si on en sort, si le conflit, si l'attaque, l'invasion se matérialise, on pourra aller chercher les 7.436 sans aucun problème, hein. Donc on aura déjà bien entendu les 6.500 environ et tous ces retracements de Fibo en tant qu'objectif ou en tant que résistance. Donc et attention, hein, en cas s'il y a un compromis qui est trouvé, là dans ce cas-là, on peut s'attendre à un repli en direction des 3.800. Le café est retourné à sa moyenne, retour à la Kijun. Et donc, on attend qu'ils nous construisent quelque chose. On a atteint cette projection d'Osoda V à 258. On passe à présent sur le compartiment du marché d'échange. Alors, on a un dollar américain qui est sur le point de nous donner un signal d'achat. Hein, pratiquement, vous voyez, la lagging span refuse. On va le voir ici. Elle refuse donc de franchir la Kijun. On va le voir parce que c'est assez précis. Vous voyez, hein, elle rebondit, elle se replie à son contact. Et donc, on n'a pas la validation de ce signal pour le moment. Et donc, c'est un repli du biais vert qui permet à l'euro-dollar de rebondir. On va voir sur quoi? Sur cette oblique baissière qui relie les sommets. Très précisément, vous voyez, c'est ce qu'on est allé chercher en pullback et on rebondit. Donc maintenant, tout dépendra du biais vert. Il faut valider ce signal Ishimoku pour espérer une hausse. Vous voyez, en données H4, on ne parvient pas ici donc à sortir du nuage. Et il faut cette sortie de nuage et il faut une validation d'achat en journalier pour espérer une poursuite haussière et donc une continuation baissière de l'euro-dollar, peut-être un retour vers les 1,1197. Pour le moment, on rebondit sur l'oblique baissière et si on arrive à rebondir et si on se hisse au-dessus des 1,1450, là on aura un très bel objectif sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que nous aurions donc une projection d'Osoda, vous l'aurez compris, qui nous permettrait d'aller chercher une projection V qui se situerait ici très exactement aux alentours des 1,1695. Donc sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.